Car le sommeil, ayant fermé leurs paupières, fait oublier à tous les hommes les biens et les maux, écrivait Homère dans l'Odyssée. Pour s'initier au mystère du sommeil, les Grecs s'adressaient à deux dieux, Hypnos, dieu du sommeil, frère jumeau de Thanatos, dieu de la mort, tous deux fils de Nyx, la nuit. L'un est apprécié, l'autre craint. Ensemble, les deux génies ailés partent accomplir leur mission. Alors qu'elle commençait une nouvelle vie, Amélia s'est retrouvée face à Thanatos. Mais qui sait comment une nuit peut finir quand la frontière entre le sommeil et le repos éternel est si fine. Vous écoutez Transfert, épisode 313, un témoignage recueilli par Adélaïde Tenaglia. J'arrive à Londres en 2000 pour faire un master en réalisation et montage dans une école de cinéma. C'était mon rêve, donc j'étais super contente. Je suis célibataire aussi, super contente. Je recommence tout à zéro et je trouve un tout petit appartement sur Portobello Road que j'adore aussi. Donc vraiment, la vie s'installe de manière absolument géniale. Et moi qui ai toujours aimé les bandes, il y a certains copains de mes anciennes bandes de Bruxelles, parce que je suis de Bruxelles originellement, sont aussi dans le coin. Et donc, j'ai toute une bande de copains, plus mes nouveaux copains de l'école de cinéma. Et il y a un copain dans cette bande que je connais depuis assez longtemps. Il est belge aussi, mais il a grandi à Londres. Il est plus jeune que moi. Il m'a jamais vraiment intéressé autrement qu'un copain. Un jour, je le croise à Portobello Road, puisqu'on était toute cette bande, on se voyait tout le temps. Et après une petite discussion comme ça, je tombe raide dingue, coup de foudre, amoureuse de lui, quoi. Je me dis, c'est pas possible, ça va passer, on tombe amoureux comme ça, voilà, quand on est célibataire, mais ça ne passe pas du tout. On s'embrasse un soir, je suis super contente, mais après, plus rien. Et moi, je rame, je suis triste, parce que je pense à lui tout le temps, et il n'a pas envie, lui, apparemment. Après avoir ramé pendant peut-être 4-5 mois, on se retrouve à une fête pour son anniversaire, et là, on s'embrasse et on ne s'est plus quittés depuis, vraiment. Et il s'installe plus ou moins avec moi dans mon petit appartement à Portobello Road, et lui, il fait des études d'architecte d'intérieur, et moi, de cinéma, et tout est bien, je suis super contente, on est tous les deux super amoureux, et on décide même de s'installer ensemble avec un autre couple de copains à Londres, fin septembre de l'année d'après, donc ça fait peu moins de 6 mois qu'on est ensemble. Et c'est de nouveau un nouvel endroit de fête. On fait beaucoup de fêtes dans cet appartement avec nos colocataires, notre bande de potes. Et voilà, ça fait plus ou moins un mois qu'on habite ensemble. Sa grand-mère meurt, donc il rentre à Bruxelles pour son enterrement. C'était un week-end, et ce week-end-là, nous, voilà, comme d'habitude, on faisait un peu la fête. Et le dimanche matin, il y a mon colocataire qui rentre dans ma chambre avec une drôle de tête. Enfin, il me réveille, en fait. Il m'annonce que le frère de Félix l'a appelé pour lui annoncer qu'il a eu une rupture d'anévrisme. Félix est rentré à Bruxelles pour l'enterrement de sa grand-mère, qui a donc lieu le samedi. Et le dimanche matin, il dort chez lui avec ses parents, puisqu'il habite à Londres, il n'a pas de maison à Bruxelles. Et tous ses frères sont là, ils sont 4 frères. Et au petit déjeuner, un mal de tête extraordinaire, apparemment. Sa mère s'inquiète un peu. Il va prendre une douche. Elle le retrouve à 4 pattes, en train de vraiment hurler de douleur. Il s'évanouit quasiment devant eux. Il l'emmène à l'hôpital. L'hôpital le transfère dans un hôpital spécialisé. Et voilà, tout ça s'est passé en quelques heures le matin. Ce qui paraît absolument inconcevable, puisque pour moi, une rupture d'anévrisme, on en meurt. Et on a ça n'arrive qu'à des gens vieux. Félix, il a 25 ans, donc j'appelle son frère qui m'annonce qu'effectivement, il est bien en soins intensifs, que c'est très grave. Il n'a plus de cheveux, il a des drains dans sa tête qui font en sorte que le sang qui inonde son cerveau soit évacué. Donc je rentre à Bruxelles pour aller le voir à l'hôpital. J'arrive à Bruxelles, ma sœur vient me chercher, elle m'emmène à l'hôpital, au sous-sol, soins intensifs. On doit suivre une ligne jusqu'aux soins intensifs où est Félix. On passe devant une salle de prière
Et donc, je me dis vraiment, qu'est-ce que c'est que cet endroit? On doit vraiment être mal ici pour même pas se retrouver son chemin. On doit suivre une ligne, on doit prier. Enfin. Et donc, arriver aux soins intensifs, c'est une sorte de couloir avec une porte. On a le droit de le voir 15 minutes 2 fois par jour. Ça bip de partout, il y a des lumières. Et je vois Félix, donc dans le coma, avec un gros turban sur la tête, 2 drains qui sortent de sa tête et des machines partout, partout. Et tout ce qu'on comprend, nous, c'est qu'il faut absolument que cette pression du sang descende dans sa tête, sinon il va avoir des séquelles, s'il s'en sort. Donc cette semaine-là, j'y vais, je crois que j'y vais tous les jours. On se retrouve avec sa famille, autour de son lit. Je connais bien ses frères, mais pas ses parents. C'est plus ou moins là qu'on se rencontre. On essaye de parler à Félix. Bon, c'est étrange, d'être face à quelqu'un, qui ne bouge pas, On s'envoie tous des emails. On a une espèce de grande chaîne d'emails entre tous les copains pour, savoir comment ça évolue, mais c'est pas terrible. Et sa mère, qui est très croyante, organise beaucoup de groupes de prière. Moi, je suis la petite amie de Félix depuis un peu moins d'1 an. Je connais bien les frères de Félix, mais pas très bien ses parents, donc c'est assez curieux, de se rencontrer là. Peut-être pas envie d'avoir une petite amie là dans les pattes, qui connaissent à peine, mais ça me paraît clair que je dois être là et tout le monde est très accueillant avec moi et je reste une semaine à Bruxelles, en allant voir Félix tous les jours. Il y a pas mal de copains qui passent. On est tous dans un état, un peu de sidération. Dans les soins intensifs, il y a plein de gens aussi qui ont l'air d'avoir, eu des accidents de moto. Enfin, les familles dans ce couloir, c'est vraiment très déprimant. Tout le monde a l'air, au bout de sa vie. On nous annonce qu'il est très stable et donc que je peux retourner à Londres parce que rien va bouger pendant quelques semaines, d'après les médecins. Et donc, moi, je suis à l'école de cinéma, il faut que je termine un court-métrage. Et à peine arrivé à Londres, ça fait 2 jours qu'on est là, je pense. Recoup de fil de ce pauvre Jacques qui annonce que des mauvaises nouvelles et qui m'annonce que c'est terminé. Si Félix s'en sort, ben, ce sera un légume. Il y a eu trop de sang, trop de pression, trop de dommages à son cerveau et il sera plus jamais le même. Félix, c'est quelqu'un qui est plein de vie. C'est un très beau garçon, qui adore danser, qui adore la fête, qui adore la musique. C'est quelqu'un que tout le monde aime, Félix. Ça a toujours été comme ça. Félix, personne ne voit quelque chose de désagréable chez lui. C'est vraiment un garçon charmant, gentil et c'est impensable qu'une telle gentillesse parte comme ça. Enfin bon, j'apprends qu'en fait, sa famille doit décider s'il le garde vivant ou non. C'est-à-dire si on enlève la prise ou pas, quoi. La mère de Félix a un week-end pour décider si elle est d'accord de débrancher son fils ou non. Les frères et moi d'ailleurs, mais j'ai rien à dire dans l'histoire, mais on est d'accord qu'on ne veut pas que Félix vive comme un légume. Sa mère va voir les médecins pour savoir combien de chances il a sur 100 de s'en sortir. Et les médecins disent « Ah non, mais sur 100, sur 1000, non, non, sur 1 million, il y a 0% de chances de s'en sortir. Il faudra un miracle pour qu'il s'en sorte. » Et donc, je retourne à Bruxelles pour aller dire au revoir à Félix. J'apprends que quelques copains qui habitent à l'étranger aussi prennent des vols pour venir à l'enterrement vraiment de Félix. Et quand j'arrive aux soins intensifs, il a complètement changé de tête. On dirait qu'il est devenu un peu gros, rempli d'eau, comme si son corps fondait sur la table, comme ça. Il a 2 petits scotch qui tiennent ses yeux fermés. C'est plus lui, quoi. Et je me souviens lui avoir dit au revoir à ce moment-là, en me disant, de toute façon, il est plus dans ce corps, comme si son âme avait quitté ce corps qui n'était plus du tout lui, quoi. Donc le médecin parle d'un miracle, il n'y a qu'un miracle qui va pouvoir sauver Félix. Il a une grande famille, Félix, c'est une grande bande de potes, tout le monde s'entend très bien, grosse famille de cousins, et les cousins, qui sont aussi mes amis, disent « Ok, on a besoin d'un miracle, eh bien ce soir, miracle, on organise ce miracle. » On se retrouve tous dans un grand jardin, autour d'un feu, on est plein de copains, de famille. On passe la soirée à parler de Félix, à penser à Félix.
On sait que plein de gens pensent à lui partout parce qu'on avait fait une grande chaîne d'emails et on trouvait ça extraordinaire que partout dans le monde, des gens pensent à Félix en même temps. C'était le début d'Internet. Et tous ensemble autour de ce feu, on sent... il y a une ambiance très particulière. On a vraiment l'impression de ne faire qu'un en pensant à Félix. Cette fameuse soirée du miracle déclenche vraiment un miracle parce que le lendemain, Félix ouvre les yeux. Il ouvre les yeux, il avait ouvert les yeux la veille devant son père et les infirmières lui ont dit que c'était pas possible, c'était un réflexe, quoi. Mais pour la mère de Félix, c'était le signe qu'elle devait pas prendre cette décision. Et effectivement, à partir du moment où il a ouvert les yeux, il est sorti des soins intensifs en 3 semaines après ça, après être resté 3 semaines dans le coma. Et petit à petit, il y a de plus en plus de progrès. Par exemple, je retourne le voir, il n'a plus cette tête toute gonflée, il a de nouveau sa tête à lui. Il est toujours immobile, il est toujours dans le coma. Je lui tiens la main comme d'habitude, et quand je repars, il me serre la main. Il fait des progrès assez rapidement. En 1 semaine, il peut calculer. Il a une trachéotomie, c'est-à-dire qu'on lui a fait un trou dans la gorge pour qu'il puisse respirer. Avec une trachéotomie, on ne peut pas parler. Donc, on lui enlève ce tuyau dans la gorge en espérant tous qu'il va reparler. Parce que nous, on sait qu'il va y avoir des séquelles. On en est quasiment certain. On ne sait même pas s'il pourra remarcher, reparler, rien. Moi, je suis sûre que je vais rester avec lui. Qu'il soit aveugle, en chaise roulante, je sais que je vais rester avec lui. C'est fou. J'ai 26 ans et pourtant, c'est lui, quoi. Quoi qu'il lui arrive, quelles que soient ses séquelles. Une vraie conviction que ce sera lui. Une infirmière nous annonce qu'il lui aurait dit « Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» Ça, c'était ses premiers mots, sans que personne ne les ait entendus, à part l'infirmière. Et puis, il dit à sa mère une petite phrase très belge qui nous remplissent tous de joie parce que ça veut dire qu'il a de l'humour et qu'il sait qui il est. Il dit, avec un petit accent belge, qu'il veut un cornet de frites sauce andalouse. Ça, pour nous, c'est... Félix est de retour, quoi. C'est le vrai Félix. Il a gardé son humour, puissance de dérision. Il est là, quoi. Quand il est hors de danger, on le change d'étage et il est en revalidation. Là, il commence à faire des exercices pour remarcher, pour parler, pour se réorienter parce que, en fait, il est assez confus. Par exemple, il a un petit calendrier dans sa chambre avec une photo par jour d'un pays différent. Et donc, quand il y a le Mexique, par exemple, il croit qu'on est au Mexique. Le lendemain, il est sûr qu'on est à Londres. Le jour d'après, il me dit qu'il a été prendre un pique-nique avec son père sur le toit. Enfin, il nous sort des trucs assez ahurissants, un peu inquiétants, mais on est tellement content qu'il parle que... Il est rentré à l'hôpital début novembre et le 24 décembre, pour Noël, il rentre chez lui, chez ses parents. Il fait 1m80, Félix, il pèse 58 kilos, je pense. Il est tondu, on dirait vraiment un rescapé d'Auschwitz. Il y a toute une rééducation, autant mentale que physique. Il sait à peine marcher. Et donc, il reste pendant environ 6 mois à Bruxelles chez ses parents, pendant toute cette revalidation. Moi, je retourne vivre à Londres. Et petit à petit, il revient un week-end, il revient 2 week-ends, et il se réinstalle avec moi après 6 mois, 1 an, je pense, à Londres. De retour à Londres, on habite ensemble. Félix reprend ses études d'architecte tant bien que mal parce qu'il est très fatigué, très confus. Et il se perd beaucoup à Londres. Cette ville qu'il connaît très très bien, il se perd. Et il oublie tous les matins de prendre le A to Z, qui est le plan de Londres. Et donc, il en achète un quasiment tous les jours. On a une étagère remplie de A to Z. Et quand il rentre à la maison, il est fatigué, donc très confus. Il m'explique plus ou moins ce qu'il a fait à l'école. Il s'endort. Moi, j'essaye de terminer ses travaux pour lui, mais c'est très difficile pour lui. Après, je pense, 2 ans à Londres, on retourne à Bruxelles. J'ai
j'ai un travail de making-of sur un tournage et on décide de retourner là-bas. C'est plus facile d'être entouré de nos potes, notre famille. Je me sens quand même très isolée avec lui, comme si c'est plus que moi qui vis les séquelles de Félix et que voilà, il est vivant, tout le monde est super content, tout le monde a repris sa vie, mais moi, quand même, je souffre de le voir tous les jours. Récupérer, oui, mais très lentement, quoi. Donc ça s'est passé en 2001. Ça fait 21 ans qu'on est ensemble aujourd'hui. On a 3 enfants. On est toujours aussi complices et il y a une belle anecdote, c'est que quand Félix me demande en mariage, il m'offre une bague qui appartenait à sa grand-mère. Cette grand-mère qui est morte lors de sa rupture d'anévrisme. Et en fait, cette grand-mère l'a sauvé en mourant parce que si il avait eu cette rupture d'anévrisme à Londres, je pense qu'il en serait mort. Nous, on était en Vespa, on ne savait même pas où il y avait un hôpital. Il serait sans doute mort dans son sommeil. Cette grand-mère, en mourant, elle a fait revenir Félix chez lui, près de sa mère, qui a tout de suite compris qu'il y avait un truc très grave. Et grâce à elle, je pense que Félix est toujours vivant. Et donc, j'ai cette bague avec moi toujours. Ça me rappelle ce moment-là. Il y a une autre boucle que j'aime beaucoup, c'est que, curieusement, j'ai accouché dans le même hôpital où Félix était en soins intensifs. Et notre premier enfant, on est arrivé à 3h du matin à l'hôpital, impossible de rentrer par la porte. Normal, on a dû passer par les soins intensifs. Et donc, je suis repassée dans ce couloir en portant cet énorme ventre. Et Félix et moi, on était heureux d'arriver dans ce couloir un peu de la mort avec cette vie nouvelle. C'était magnifique. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 313, un témoignage recueilli par Adélaïde Tenaglia. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, montage et habillage musical, Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz, elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.